Bon, mercredi matin tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Bienvenue à cette 8e séance ensemble, qui est la deuxième leçon du bloc numéro 3. Aujourd'hui, on va couvrir les ressources minérales. Comme à l'habitude, je l'inscris dans le boîte de clavardage. Si jamais vous avez des questions durant le déroulement de la séance, juste aller écrire dans la boîte de clavardage. On les comptabilise toutes et Francine va y répondre à la fin. Puis n'hésitez pas aussi à la fin, si jamais vous voulez juste échanger directement avec Francine, elle est présente, elle est disponible, elle est riche en informations. C'est toujours le fun d'aller chercher un petit peu d'informations qu'elle a à partager. Je sais que Christine, il y avait eu une bonne discussion il y a 2 séances à la fin que j'avais trouvé très, très enrichissante. Sans plus tarder, je vais laisser la place à Francine. On a, je pense, du pain sur la planche aujourd'hui. Bonne séance tout le monde. Merci. Je vais juste partager ma PowerPoint. Ça s'en vient. Tout est beau, on peut décoller. Oui, on y arrive, lentement mais sûrement. OK, bon. Bon, ben, on commence la leçon. Excusez-moi, c'est pas la bonne leçon. J'étais vraiment une leçon en avance. Mais est-ce que c'est juste parce qu'il n'était pas. Tu sais, que tu avais écrit leçon 3 en haut, parce que moi, au calendrier, j'ai les ressources minérales aujourd'hui. Non, non, c'est ça. Excuse, je suis en train d'ouvrir la bonne leçon. Ah, je comprends. Désolée. Petit problème technique. C'est moi qui est en avance. C'est correct qu'il y a des jours comme ça, là, on va blâmer ça sur le soleil qui disparaît, puis l'interférence de la neige. OK, la bonne leçon est là. Ouais, c'est une erreur. Bon, c'est avec à moi à corriger. Leçon 3, mais c'est leçon 2. Bon. Donc, ressources minérales. Est-ce que vous le voyez bien? Pas encore. Oh. Bon. J'y arrive. C'est plein écran, c'est beau. 5 prise 2, on go, décolle. Prise 2, désolé. Go. Donc, leçon 2, bloc 3, ressources minérales. On y est. Donc, aujourd'hui, la leçon, il y a un peu plus de sous-division. C'est un sujet quand même assez complet en soi. Je l'ai divisé en 5. Qu'est-ce qu'un gisement minéral? Les processus de formation d'un gisement, la classification des gisements, les modèles géologiques typiques et l'exploration des gisements minéraux selon leur type. Donc, qu'est-ce qu'un gisement minéral? La meilleure définition technique, ça serait que c'est un solide naturel, inorganique, homogène, avec une composition chimique définie et un arrangement atomique ordonné. Bon, ça, c'est vraiment la définition technique. Si on sous-divise ça, un minéral, on avait vu que c'était une substance. Un exemple d'un minéral, ça serait comme l'or, le AU dans le tableau périodique. On aurait des composés d'éléments, donc plus qu'un élément, comme le sel, c'est un bon exemple. C'est composé de NaCl et des composants principaux d'une roche. Donc, les minéraux vont former une roche. Le granit est composé principalement de 2 types de minéraux, le quartz et le feldspar. Il y a une variété de ressources naturelles qu'on peut tirer de la croûte terrestre. Celles-ci sont divisées en 3, les métalliques, les non métalliques et les combustibles fossiles ou minéraux énergétiques.
Les métalliques, les 3 exemples les plus connus, l'or, cuivre, zinc. Non métalliques, des exemples seraient le talc, calcaire, le sable. On va en discuter un peu dans cette leçon. Et les combustibles fossiles ou minéraux énergétiques comme le pétrole, le gaz naturel et les charbons, ça ne sera pas discuté dans cette leçon. Quelques termes de base. À la fin de cette présentation-là, je vais vous indiquer un lien vers un glossaire ou un dictionnaire qui peut vous aider avec plus de termes, mais quelques termes en commençant. Je ne les passerai pas un par un, mais c'est comme les principaux à comprendre quand on va parler de gisement minéral. Bon, vous les connaissez quand même déjà. On a déjà quand même touché métal, minéraux, roches, les éléments. Agrégats, on y a touché un peu. Le nouveau d'aujourd'hui, ça serait alliage, donc substance ayant des propriétés métalliques et composée de 2 ou plusieurs éléments chimiques, dont au moins un est un métal. Donc, ce qu'il faut comprendre, que c'est un alliage, c'est un ensemble de 2 minérales. Donc, comment se produisent les dépôts minéraux? On avait touché un peu dans les premières leçons des premiers blocs le cycle de la roche, ça revient toujours, c'est comme la base pour nous en géologie. Cycle de la roche puis la tectonique des plaques sont les 2 cycles géologiques qui vont déterminer la formation des gisements minéraux. Donc, les gisements minéraux vont se trouver dans divers contextes et activités tectoniques et géologiques. On va les reprendre un peu ici. Certains gisements minéraux peuvent se former dans un endroit, mais être transportés vers un autre emplacement géographique à la suite de forces tectoniques ou d'autres processus géologiques, comme on avait vu dans les premières leçons. L'étude des processus tectoniques et de la géologie régionale est importante pour comprendre la distribution des gisements minéraux. L'or, par exemple, peut être concentré avec d'autres minéraux dans des veines qui se forment dans des fractures, dans des roches profondément souterraines. Le fameux cycle des roches, comme on avait vu dans les premières leçons, donc celui-ci va nous suivre jusqu'à l'ouverture d'une mine pour interpréter la mise en place des dépôts minéraux. La tectonique des plaques aussi, on avait vu qu'il y avait 4 types de plaques. Je les repasse vite ici. Plaques divergentes, plaques convergentes, les bordures de plaques et les zones limites entre les plaques. Donc, divergentes, c'est où il y a des nouvelles croûtes qui sont générées. Les plaques vont s'éloigner une de l'autre. Les plaques convergentes, la croûte est détruite. Une plaque va plonger sous une autre plaque, comme une zone de subduction. Les bordures de plaques, la croûte n'est ni produite ni détruite. Donc, les plaques glissent horizontalement les unes sur les autres. Et finalement, la zone limite de plaques, ceinture large dans lesquelles les limites ne sont pas bien définies, les effets ou les interactions des plaques ne sont pas trop claires non plus. Ces plaques-là sont importantes aussi pour nous, pour déterminer, on les voit ici, pour déterminer où vont se former les gîtes minéraux. Donc, les 4 types de plaques, on les voit ici, et leurs mouvements typiques. Ces mêmes plaques-là, pourquoi je les ai repris dans cette leçon, c'est parce qu'on va voir à travers la leçon que, dépendamment de où on se retrouve le long de ces divers types de plaques, on va savoir dans quel type de minéraux ou de dépôts ou de gisement minéral, utilisez le nom que vous voulez, on va pouvoir trouver sur le terrain. Donc ça, c'est déjà une piste qu'un géologue peut utiliser en sachant si il se situe, exemple, dans un contexte d'un environnement d'un stratovolcan, on va avoir tel type de minéralisation et non un autre type. Fait que ça aussi, c'est déjà un point de départ pour l'interprétation d'un gisement minéral. Donc, la tectonique des plaques, ce qu'on en comprend aussi, c'est qu'on a 5 types de volcanisme. 5 types de volcanisme vont nous créer divers types de dépôts. Ces dépôts, les principaux, on va les couvrir dans cette leçon. Donc, on a des dépôts épithermaux, des dépôts en anglais VMS, qui en français sont des SMV, des sulfures massifs volcanogènes, des dépôts de porphyre,
souvent cuivre-or, des dépôts reliés à des hotspots, des dépôts magmatiques, VMS, des veines de quartz, des dépôts épithermaux voulant dire que on est près de la surface, des dépôts polymétalliques, des dépôts sédimentaires selon qu'on est sur la croûte sédimentaire ou dans les océans avec les CEDEX, ainsi de suite. Donc, où on se situe, l'environnement où on se situe, où nous avons les 2 pieds sur le terrain, est un bon départ aussi pour nous indiquer quel type de gisement minéral on peut trouver ou explorer dans le secteur. Donc, je les ai repris avec leur nom et aussi, entre parenthèses, les types de minéraux qu'on peut trouver. Donc, AU pour or, CU pour cuivre, MO pour molybdénite, zinc, ZN et PB pour plomb. Après, on va voir les types majeurs. Je ne les ai pas tous couverts dans cette leçon parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y a beaucoup de subdivisions. Mais j'ai couvert quand même les gros types d'or, cuivre et les métaux. Les métaux aussi qui se sont reliés à des roches sédimentaires et les métaux qui sont reliés à du volcanisme. Ce qu'il faut comprendre aussi, comment un gisement minéral va se former, les 6 points ou les 6 caractéristiques qu'il faut avoir dans un environnement pour la formation d'un gisement minéral. Je vous les ai résumés ici sur cette figure. Finalement, ça prend de l'énergie, donc une source qui va amener de la chaleur, des sources ligands. Les sources ligands, c'est juste une formation chimique favorable à la formation de métaux. Ça prend une source de métal, de métallique, toutes sortes de métaux. Ça prend des moyens de transport pour transporter ces fluides, les meilleurs moyens de transport ou canaliser ces fluides riches chimiquement pour précipiter des métaux serait tout ce qui a rapport à des fractures, des failles, des changements de porosité dans la roche. Ça prend un endroit où tout le transport de ces métaux, de ces sources chimiques, soit piégé dans un endroit pour pouvoir précipiter soit des métaux précieux, soit des métaux de base. Donc, ça prend ce qu'on appelle un piège. Donc, un endroit où toutes ces sources différentes sont transportées et piégées, donc obligées de se précipiter en gisement minéral. Et ça prend une zone de décharge pour les fluides et laisser en arrière les dépôts. On a des distances aussi à ces dépôts, donc on va créer plusieurs types de modèles. Est-ce qu'on est près ou proximal d'un dépôt ou est-ce qu'on est loin d'un dépôt distal? Et aussi tout ce qui est un halo du dépôt. Halo du dépôt, donc la zone autour du dépôt lui-même, qui va créer des roches plus altérées et que sur le terrain va nous donner des indices selon nos analyses chimiques qu'on s'approche de plus en plus d'un dépôt de gisement minéral. Donc, cette image est vraiment importante pour résumer vraiment la formation d'un gisement minéral. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que les ondes de flux massiques et de système énergétique sont beaucoup plus importantes. Les processus qui doivent se produire pour former un gisement, c'est résumé ici. L'identification des processus de minéralisation à toutes les échelles et c'est non limité à des paramètres géologiques particuliers et à des types de gisements. On voit ici aussi la même image avec, si on serait sur le terrain, les critères cartographiques qu'il faudrait observer pour, au fur et à mesure, savoir qu'on s'approche d'un gisement minéral. Donc, si on se recule, et ça aussi, c'est les données spatiales, donc la notion de l'échelle que j'ai repris
depuis les levées cartographiques est importante ici encore. Est-ce qu'on travaille de façon reculée à l'échelle régionale ou on se rapproche à l'échelle locale du gisement ou si on se met entre les deux, l'échelle d'un camp minier, etc. Donc, les critères cartographiques, si on voit des déformations métamorphiques magmatiques sur le terrain, on peut imaginer qu'il va y avoir des changements dans les apports de chaleur, l'énergie sur le terrain. Tout ce qu'on peut trouver de façon chimique qui va varier, des saumures fluides magmatiques, des fluides météorologiques, les types de roches-mères qu'on aperçoit sur le terrain, qu'on a des preuves chimiquement qui ont été enrichies en fluides magmatiques. Tout ce qui est zone de structure et de perméabilité, pour changement de porosité, changement de rhéologie, peuvent nous faire sortir aussi les endroits où il y aurait des zones favorables pour le transport de fluides, que ce soit des fluides hydrothermaux. Des structures aussi qui vont piéger chimiquement pour ces fluides-là, pour la précipitation de métaux, et aussi ces structures qui sont continues pour ressortir ou la décharge de fluides. Les données spatiales qu'on peut observer, ici, les teneurs métamorphiques, les intrusions ignées, les épaisseurs sédimentaires qui vont nous apporter des changements d'énergie ou de chaleur, les évaporites, les types de roches qui vont nous apporter des matières organiques, les isotopes vont nous faire sortir les sources de type ligand, les anomalies radiométriques, les anomalies géochimiques, la géochimie de la roche entière, les différences en lithogéochimie vont nous faire sortir les sources ou les zones anomales en métal, les ondes de faille, de cisaillement, les ondes de plis. Les plis aussi sont importants, les zones où on se retrouve dans la charnière du pli, donc une épaisseur de roche va être un endroit aussi favorable à piéger ces transports de fluides et ou précipitation de minéraux. Les anomalies géophysiques, les anomalies géochimiques, les altérations vont nous aider à faire sortir aussi ces ondes de transport-là. Tout type de piège, donc les types de dilatation, les roches réactives, les anomalies géophysiques, anomalies géochimiques, les altérations vont nous faire ressortir des halos qui vont nous pointer de plus en plus vers la direction de gisements connus et finalement encore tous les types d'anomalies magnétiques, radiométriques, géochimiques et altérations et structures vont nous faire ressortir les ondes de décharge de fluide. Donc, toutes les leçons qu'on a vues jusqu'à maintenant pourraient être résumées dans cette figure-là pour comprendre la formation d'un gisement minéral. Pour la classification des gisements, il faut comprendre que les minéraux métalliques sont des matériaux naturels qui peuvent être exploités de manière rentable. Si le minéral ne peut pas être exploité de façon rentable, ne peut pas avoir l'étiquette de minéré ou de gisement minéré. Lorsqu'une roche a une concentration élevée d'un minéral par rapport à un autre, elle devient un minéré. Le fait qu'un gisement minéral soit considéré ou non comme un minéré dépend de sa composition chimique, du pourcentage de métal extractible et de la valeur marchande actuelle du métal. Les gisements de minéraux métalliques peuvent provenir de la sédimentation dans les intrusions ignées, du refroidissement des fluides hydrothermaux dans les pores et les fissures et par précipitation chimique dans les eaux de surface ou souterraines par la sédimentation fluviale ou ce qu'on va voir plus tard qui est appelé les placers. La classification des gisements minéraux est basée sur le mécanisme principal qui va concentrer la substance minéralisée. Donc, il y a plusieurs processus
qui nous aident à classifier le type de minerai. Les principales classes ou mécanismes de processus de ces dépôts sont les dépôts de type hydrothermaux, magmatiques. Hydrothermaux veut dire qu'il y a eu des fluides qui ont circulé, surtout dans des structures. On va le voir un peu plus tard. Les types magmatiques, exemple, les deux exemples connus sont pour les pegmatites, les kimberlites. Donc, c'est des processus qui sont formés à de grandes profondeurs et de haute température. Les processus de type sédimentaire, exemple, les formations de fer, les évaporites. De type placer, les processus de formation de minéraux à basse température, souvent plus en surface dans les rivières. Les processus de type résiduel et finalement métamorphique. Donc là, on va les passer un par un. On va les voir ici dans leur environnement au début. Donc, les types hydrothermaux, question ici encore d'avoir des structures qui vont permettre à des fluides de circuler, de ramasser toutes sortes d'éléments chimiques assemblés à des éléments métalliques et qui vont permettre la précipitation en place, soit d'or, d'argent, de cuivre, etc. Tout ce qui est phénomène ou processus magmatique, donc pris plus en profondeur ici, dans des roches plus mafiques, ultramafiques, donc riches en métaux plus lourds, fer, vanadium, les éléments des planétoïdes, les chromates, le chrome. Les processus sédimentaires, donc soit sous l'eau ou sur les continents. Les placers ici, on voit un bel exemple de placer qui se situe dans les ruisseaux ou les rivières et résiduels. Donc ici, j'ai mis un exemple pour que les gens comprennent bien la différence entre l'or dans une roche, d'un processus magmatique ou hydrothermal, et l'or d'un placer qui est plus en forme de pépites d'or, typiquement reconnu dans les zones comme au Yukon, le Klondike et tout ça, que les gens allaient paner dans les rivières pour aller extraire les pépites d'or, qui est connu comme placer. Si on commence le premier processus, donc les dépôts hydrothermaux, c'est essentiellement juste comprendre que c'est une concentration de minéraux par des fluides chauds qui vont circuler à travers des fractures ou des pores ou des cavités dans la roche. Donc, toute zone de faiblesse structurale ou de porosité dans la roche, les fluides vont circuler, ils vont se réchauffer près de corps ignés chauds, donc les sources d'énergie que j'ai montrées tantôt, et ou à de grandes profondeurs naturellement chauffées par des gradients géothermiques. Donc, ça prend la chaleur et ça prend un système de canalisation, donc l'énergie et le transport des fluides. La circulation des eaux souterraines chaudes dissout les minéraux précieux, passant à travers un grand volume de roches. Donc, la chaleur, la circulation va faire le processus de dissolution. Lorsque les fluides chauds circulent dans les zones plus froides de la croûte, les minéraux dissous précipitent dans les pièges naturels favorables. Donc, on a nos trois grands éléments possibles. Chaleur, transport et précipitation ou piège dans un endroit où les éléments ne peuvent pas sortir et donc se précipitent avec la décharge des fluides. On a ici les trois conditions essentielles à leur formation: fluide hautement actif et enrichissant, canalisation, donc fissure, faille, je le répète, fissure 2 fois, faille, ici on pourrait mettre porosité à la place, pour leur migration à travers les roches, environnement physico-chimique favorable à leur dépôt. Donc, c'est une question de chaleur, de transport et de chimie favorable à leur précipitation. Éléments physico-chimiques favorables à leur dépôt, puis ça prend aussi un endroit où celles-ci peuvent être piégées et précipitées.
Donc, ce graphique-là démontre très bien à la fois l'environnement géologique et l'environnement d'un gisement de minerais de type hydrothermal. On a des exemples ici où l'évolution d'un gisement hydrothermal en contact d'un pluton chaud, on a la précipitation justement en rouge. En rouge, ça serait l'exemple de notre gisement de minerais. On a en contact discontinu entre une intrusion et des roches sédimentaires, déjà un changement en métamorphisme, changement de chaleur, changement de type de roche, de rhéologie, donc des ondes plus faibles, plus sensibles, ouverture, porosité dans les roches sédimentaires, donc zone favorable à piéger ces gisements-là. Des veines hydrothermales, donc entre les plutons magmatiques en profondeur, avec les fractures qui remontent en surface, qui vont traverser plusieurs types de roches. À travers ces veines-là circulent les fluides hydrothermaux. Donc, tout changement entre deux types majeurs de roches va causer un changement qu'on appelle rhéologique, donc la dureté entre nos types de roches est une zone aussi favorable à un piège. Et aussi, on voit ici en profondeur, dans la croûte océanique, les fameux hot springs, qui sont de type hydrothermaux. Fluide, donc, et fluide hydrothermaux, il faut comprendre fluide hautement actif et enrichissant. On a des exemples ici. Je vais montrer un peu plus tard des exemples en profondeur dans les fonds océaniques aussi. Les dépôts de soufre autour des fumerolles volcaniques qui sont de type aussi black smokers, mais qui sont aussi très riches en métaux. Les systèmes de canalisation, sans fissures, sans différence de porosité, cavité, sans faille, sans plis, ça sera impossible de faire circuler ces fluides à travers les roches, donc impossible de transporter les fluides chimiquement favorables à la précipitation de ces gisements-là. Ça, c'est vraiment important à comprendre aussi. Et finalement aussi, ça prend un environnement physico-chimique favorable à leur dépôt. Donc, à la fois la chimie et aussi les ondes de piège pour pouvoir précipiter ces dépôts. Exemple ici de veine hydrothermale. Donc, la veine ici, la plus petite quantité de minéraux dans les roches est appelée une veine. On voit les veines qui vont fracturer notre roche honte. Donc, quand on parle de roche honte, c'est la roche mère qui a été fracturée et qui a été traversée par ces fractures et que ces fractures ont été, avec le temps, remplies d'un ou plusieurs autres éléments. Exemple ici, veine de quartz avec de l'or et de la pyrite. Quand on parle de loads of gold, en anglais, loads of gold, ça sera traduit comme des filons. Donc, la plus grande quantité de minéraux dans les roches est appelée filon. On passe au dépôt magmatique. Dépôt magmatique se forme lorsque les minéraux des zones liquides ou fondues et non dures ou gazeuses sont poussés vers le haut à travers des cavités vers la surface de la Terre et se concentrent dans un corps de roche igné par des processus magmatiques. Donc, on voit très bien, cette image résume très bien le texte ici. On a notre corps magmatique, notre chambre magmatique en profondeur, avec les ondes de canalisation, encore des fractures, des faiblesses dans la roche. Le liquide remonte et déponce tranquillement plus haut vers la surface de nouveaux dépôts, donc ce qu'on appelle des dépôts magmatiques. Dans ces dépôts magmatiques-là se produit un processus naturel qui s'apparente à ce qu'on peut appeler aussi une sédimentation, mais je ne veux pas utiliser le mot sédimentation ici pour ne pas
vous mélangez d'un type d'environnement magmatique et sédimentaire, mais c'est le même processus. Dans une chambre magmatique, tout élément qui est plus lourd va décanter. C'est pour ça que j'utilise ici le mot décantation au lieu de sédimentation. Les éléments les plus lourds, les cristaux les plus lourds vont décanter vers le bas. Donc, les éléments les plus lourds vont se situer en bas d'un nouveau dépôt magmatique. Donc, le processus magmatique, tel que la fusion partielle, la cristallisation fractionnée et la sédimentation des cristaux dans une chambre magmatique, on le voit très bien ici, concentration de minéraux contenant des métaux précieux, en prenant des éléments et en les concentrant dans des minéraux qui se séparent du magma. Donc, tout élément aussi métallique a une densité plus élevée et va être plus lourd et va se concentrer en profondeur. On voit ici encore cette décantation-là dans une nouvelle chambre ou dépôt magmatique. Au fur et à mesure que les minéraux cristallisent à partir d'un corps magmatique, les minéraux lourds peuvent couler au fond de la chambre magmatique. Des minéraux plus denses, comme des concentrés de chromite ou de magnétite, au fond de la chambre magmatique. C'est typique comme sédimentation ou mise en place. Donc ici, on a des exemples de dépôts magmatiques à partir de roches ignées, intrusives et patholites. Donc, on a la transition en profondeur à travers la montée de magma qui vont former des nouveaux dépôts magmatiques un peu plus près de la surface. Exemple ici, exemple de dépôt magmatique bien connu au Québec, le complexe du lac Doré à Chibougamau, ici, riche, c'est un gisement de vanadium, fer, titane, vanadium. Donc, c'est des intrusions de couches qui contiennent un important gisement qu'on appelle titano-magnétique de vanadium, donc riche en titane, magnétite, vanadium et fer. On voit ici une photo incroyable de l'affleurement. Les bandes les plus foncées sont notre magnétite. Donc, c'est des bandes de magnétite à grande échelle. Ça appartient maintenant à BlackRock Metals. Donc, c'est un des gisements ou de type dépôt magmatique très connu au Québec. Ce qu'on voit, magnétite massive, 60 à 100 mètres d'épaisseur, les bandes de magnétite, a été estimé à avoir autour de 26 millions de tonnes de magnétite à 1,47 % du poids d'oxyde de vanadium. Autre exemple connu dans le monde, le complexe minier de Bushveld au sud de l'Afrique, riche en olivine et chromite dans des roches ultramafiques. On voit ici les belles bandes aussi. On va passer maintenant aux dépôts sédimentaires, donc les minéraux concentrés par précipitation chimique dans des lacs ou dans des eaux de mer. Les dépôts de minéraux se forment à partir de la sédimentation chimique où les minéraux précipitent directement hors de l'eau. Donc, déposition comme des roches sédimentaires, on voit la déposition des sédiments, même processus, ils vont sédimenter au sol et avec l'accumulation, se concentrer, former des lits et former dans des endroits plus propices à former des pièges, des concentrations de gisements de minéraux. Donc, les lits et les couches vont former en raison des dépôts, des accumulations et des concentrations dans les strates, les lits et les couches qui vont suivre les strates, les lits et couches de roches sédimentaires. Exemple ici, un bel exemple d'une formation de fer typique. Donc, on a des alternances ici de couches qu'on voit de magnétite, d'hématite et de cherte. Magnétite plus foncé, plus noirâtre, hématite, ce qu'on a de plus rougeâtre, et le cherte en espèce de grisâtre.
Donc, les minéraux riches en fer vont se déposer dans les milieux marins. L'eau riche en fer va réagir avec l'oxygène qui est libéré par les algues. Et toute oxydation, donc la libération de cet oxygène-là, va former cette couleur plus rougeâtre. On a aussi, dans les dépôts sédimentaires, les conglomérats aurifères. Un conglomérat est une roche qui est formée d'une matrice avec des fragments de diverses tailles et diverses sources. La matrice qui possède ces fragments-là va avoir une porosité différente avec les roches autour. Cette porosité-là va être un piège parfait pour la précipitation de métaux. Et ici, l'exemple, c'est pour l'or. Les deux autres gros types de types sédimentaires qu'on appelle les SEDEX et les Mississippi Valley Type ou les MVT. Donc, les SEDEX sont souvent plus riches en zinc-plomb versus les Mississippi Valley Type qui sont plus riches en plomb-zinc. Et il y a un type qui se situe entre les deux que je n'indiquerai pas ici aujourd'hui, mais souvent une zone grise entre les SEDEX et les Mississippi Valley Type, c'est les Irish Type qui seraient comme entre les deux ici, selon les zones où ils sont situés et dans les roches, souvent plus associées à des roches de type gypse ou évaporite. Donc, on voit ici la grosse différence d'environnement entre les types SEDEX et MVT. Type SEDEX, en dessous de l'eau marine. Les gisements SEDEX, donc c'est juste un raccourci entre sédimentaire exhalatif, sont l'un des nombreux types de gisements de zinc-plomb dans les sédiments, donc se situent toujours dans les fonds marins, tandis que les MVT se situent associés à les récifs de carbonate. C'est la grosse différence entre les deux. Exemple ici d'un SEDEX. Donc, plus de la moitié du zinc et du plomb dans le monde sont de type SEDEX. Des exemples dans le monde sont le mont Isa en Australie, le Red Dog en Alaska et l'ancienne mine Sullivan au Canada, en Abitibi. Cette mine-là a été découverte il y a plus de 100 ans. Le gisement Sullivan était le plus grand gisement de type SEDEX au Canada qui a produit 116 millions de tonnes de zinc à 5,8 de zinc et 6,7 de plomb. Donc, on a ici un exemple typique d'un SEDEX. Donc, c'est des accumulations de plomb, de zinc et d'argent qui se trouvent dans des minéraux de sphalérite. La sphalérite, c'est notre source de zinc, et de galène, qui est notre source de plomb, qui va se déposer entre de fines couches de sable marin, de limon et de boue dans des bassins sédimentaires dans des fonds océaniques. On voit ici des sulfures, on voit ici qui ont été plissés, stratifiés, donc c'est nos lits qui ont été plissés avec la déformation régionale. Ça, c'est une belle image typique d'un SEDEX plissé. Ici, on a une image d'un type Mississippi Valley Type, donc associé à des roches de type carbonate. C'est la différence avec les SEDEX. Donc, fine bande d'échantillons, souvent avec une texture qu'on va appeler coliforme. Les espèces de formes ici ondulantes, c'est une texture coliforme. Les bandes crème marron ici, claires, sont le même minéral, c'est de la sphalérite. Mais à cause de l'environnement qui est plus riche en carbonate, la couleur va changer. Autre type de dépôt sédimentaire, ce qu'on appelle dans les évaporites, sont formés dans des régions arides. On a un exemple ici. Donc, le mot le dit, c'est l'évaporation dans la roche. Les types d'évaporites
sont souvent les roches qu'on appelle gypse, les sels de potasse et le sel de sodium. Le sel de sodium serait le gisement de type évaporite le plus connu au monde. On a aussi, dans les cavernes, autres types de dépôts sédimentaires connus souvent par les touristes qui voyagent dans le monde, les stalactites et les stalagmites. Stalactite, le T va nous dire que ça descend du toit vers la base, et le stalagmite, le M, va dire que ça part de la base et ça monte vers le toit. Donc la différence entre les deux, stalactite, type de formation accrochée au plafond, des grottes, des sources chaudes ou des structures artificielles telles que les ponts. Stalagmite, type de formation rocheuse qui s'élève du sol d'une grotte en raison de l'accumulation de matériaux déposés sur le sol par les gouttes du plafond. Donc, processus inverse. La composition, la raison pour laquelle les stalactites et les stalagmites sont formés, c'est leur composition. Ils sont composés de carbonate de calcium, qui peuvent être constitués aussi de lave, de boue, de tourbe, de sable aggloméré et d'ambre. Donc, c'est juste une question, encore un processus d'évaporation, surtout composé de carbonate de calcium et l'accumulation goutte par goutte qui va reprécipiter cette roche. On passe maintenant au type de dépôt placeur. Concentration, je n'ai pas trouvé d'équivalent en français, donc je le laisse en anglais. Concentration de minéraux par les eaux de surface qui coulent, déposant des minéraux de haute densité dans les cours d'eau le long des côtes. Donc, encore, ça nous prend encore des zones de piégeage, circulation d'eau qui contiennent ces métaux à petite échelle, petite granulométrie, mais que des formes naturelles dans le cours d'eau vont former des pièges naturels pour concentrer la précipitation de ces minéraux. Exemples typiques sont pour l'or, l'argent, l'étain, le platine sont les plus importants parmi ces gisements-là. On voit divers types de placeurs ou types de formations qui peuvent se former selon le piège en place naturel dans le cours d'eau. Ça peut être tout simplement entre différents types de lithologie qui va former de la topologie différente, des cavités dans un bassin, des recoins dans un cours d'eau, des recoins serrés dans une rivière méandrique qui vont former à l'intérieur ou à l'extérieur de ces méandres-là, ou l'équivalent des plissements dans nos roches, et tout changement aussi d'élévation ou de vallée dans notre topographie souterrain sur le fond océanique. Exemple ici de dépôts de type placeur. On a aussi les types alluviaux, donc matériel tel que le sol ou les particules de roches altérées déposées par une rivière ou un autre cours d'eau. Certains minéraux sont obtenus par des gisements de placeur appelés dépôts alluviaux dans les sables et les vallées à la base des collines. Les types de placeurs qu'on peut avoir, donc les éluviaux, éoliens, alluviaux et de plage. Donc, éluviaux formés par la gravité, trouvés le long des collines, donc tout ce qui va tomber d'une colline vers le bas d'un cours d'eau, vers la vallée. Éoliens formés et triés par le vent. Alluviaux formés et transportés par l'eau courante comme les ruisseaux et les rivières. Et finalement, de plages accumulées par les vagues le long des plans d'eau comme les mers, les lacs et les océans. On les a ici selon leur distribution naturelle, résiduelle, éluviaux, les placeurs et les placeurs de ruisseaux. Résiduel, je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus aujourd'hui, mais résiduel, c'est uniquement formé après la décomposition des roches de surface. Donc,
c'est un processus qui est superficiel et qui forme des gisements minéraux de type formation par altération, enrichissement de vieillissement de matériel, concentration mécanique naturelle de l'élément et précipitation à basse température puisque près de la surface. Donc, c'est une composition et une élimination qui va former une masse résiduelle de matériaux altérés contenant des minéraux. Exemple ici d'un dépôt résiduel de type biologique. Donc, c'est uniquement ici, on voit une accumulation de coquillages ou de coquilles qui sont naturellement formées de carbonate de calcium. Donc, c'est un dépôt biologique. Les craie et les calcaires sont formés à partir de ce processus. On a aussi les combustibles fossiles qui sont formés à partir d'une accumulation de matière organique comprimée dans des conditions anaérobies. Donc, on a deux types d'environnement. On a aérobie qui contient de l'oxygène libre, tandis qu'on a un environnement anaérobie, c'est un environnement sans oxygène libre. La différence entre les deux. Le dernier type de processus pour former des gisements de minéraux, on l'a vu depuis les premières leçons, c'est pas nouveau, c'est les dépôts métamorphiques. Donc, changement naturel entre deux contacts majeurs de deux types de roches différentes, une intrusion ici typique versus des lits ou des couches sédimentaires, va former un contact, une zone de contact entre les deux, une différence de dureté, différence de rhéologie, différence de chimie entre les deux, va causer des zones de faiblesse et des endroits typiques aussi pour la précipitation de minéraux et où on peut trouver des gisements entre les deux, notre intrusion étant la zone de chaleur, la zone de faiblesse entre les deux formant des fractures, des porosités, des fractures, où on peut faire circuler des fluides chimiquement favorables qui vont ramasser des métaux et qui vont avoir des endroits pour piéger et précipiter ces gisements minéraux. Donc ici, on résume encore le processus typique d'un gisement de minéraux. Donc, les roches préexistantes et les minéraux de valeur économique subissent des changements métamorphiques dus à une forte pression et à la chaleur. Exemple ici pour ces types de dépôts, les dépôts de type marbre à partir des calcaires, les dépôts d'ardoise à partir des schistes et les minéraux réfractaires comme la syénite, la sinimanite et l'andalusite qui proviennent de hauts grades métamorphiques. On passe maintenant au modèle géologique des gisements minéraux. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'un modèle de gisement de minéraux est une norme qu'on appelle conceptuelle ou empirique, qui va incarner à la fois des caractéristiques descriptives du type de gisement et une explication de ces caractéristiques en termes de processus géologiques. Donc, les minéraux est un minéral ou un agrégat de minéraux, qui peut être extrait ou traité avec profit. S'il n'y a pas de profit, il n'y a pas de minéraux. Exemple ici dans le monde pour les dépôts d'or, donc les pays qui ont les plus hauts pourcentages de production d'or. Les records mondiaux ici entre 2019 et 2020 pour la production d'or. Je vais me concentrer plus au Canada. Au Canada, les indices connus avec les différents types métalliques, donc l'or avec le triangle inverse jaune, on voit les zones les plus riches en or au Québec qui correspondent plus à autour de l'Abitibi et dans les maritimes,
tout ce qui est autour de soit Terre-Neuve et tout ce qui est Nouvelle-Écosse. Si on a aussi la frontière entre l'Ontario et le Québec, qui est toujours dans la sous-province de l'Abitibi. Et on a tous les autres types majeurs de métaux que j'ai mis. Donc, on a les nickel, cuivre, fer, zinc, plomb, uranium, l'argent, les suites des platinoïdes, les diamants, le charbon, la potasse, le sel, gypse, les sables bitumineux et finalement l'asbestos. En Abitibi, je zoome in, je suis partie de l'échelle mondiale à l'échelle du pays, à l'échelle de presque deux provinces et la sous-province de l'Abitibi, où sont situés les principaux dépôts d'or. On le voit ici en jaune, donc on peut le suivre ici le long des failles majeures qu'on voit ici avec nos tiretés. Ce n'est pas une surprise. Donc, on a les trends aussi, ou les patrons régionaux, les directions où ces zones-là peuvent être suivies en continu. Avec la carte géologique simplifiée en arrière, tout ce qui est vert, notre ceinture volcano-sédimentaire avec nos intrusions en fuchsia. On voit ici où est l'or dans la ceinture de roches vertes maintenant, avec la majorité des mines connues de l'Ontario aussi et du Québec à travers la sous-province de l'Abitibi. On a les mines les plus connues, ouvertes ou non, et combien d'or celles-ci ont produit. Donc, on a 20 gisements de classe mondiale. Classe mondiale, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait plus de 100 tonnes d'or. 75% de celles-ci sont dans la sous-province de l'Abitibi. Pour les gisements d'or, les types qu'on peut avoir, donc les types orogéniques qui sont reliés à des structures, donc des veines, comme j'ai montré tantôt. Donc, tout ce qui est type orogénique vont se situer dans des lentilles qui sont formées d'anciennes fractures qui ont subi à travers les différentes époques de déformation. Comment on va forer ces lentilles qui sont très minces, continuent sous-divisées ou déplacées en blocs selon les fractures ou les failles connues dans un endroit. Comme on a vu dans la leçon de forage, on va tout le temps essayer de forer de façon perpendiculaire à ces lentilles ici, montrées en noir. Donc, on va toujours essayer d'orienter nos forages en surface pour que l'azimut et la déviation du forage va pouvoir pénétrer plusieurs lentilles à la fois et ce, de façon perpendiculaire à la lentille pour essayer d'avoir l'épaisseur la plus réelle et la continuité entre ces forages aussi est importante pour définir la continuité de nos ondes. Donc, entre types de forage, on est dans un nez de pli. On a un exemple ici d'un nez de pli. Comme je disais tantôt, dans un nez de pli, on a un épaississement de tout notre matériel. Donc, souvent, un épaississement aussi de notre piège pour les systèmes aurifères. Donc, un épaississement aussi dans nos zones minéralisées. Souvent, on va aller forer ici dans les deux sens, justement pour essayer, mais toujours de façon perpendiculaire, pour essayer d'avoir ou de définir l'épaisseur maximale de nos zones dans les nez de pli. Donc, exemple typique ici pour les systèmes orogéniques. Si on pense maintenant pour les métaux de base, les types, le
plus connus, sulfures massifs volcanogènes ou les SMV, donc qui sont formés à partir de paramètres tectoniques, eux aussi. Paramètres tectoniques dans des environnements où la géochimie aussi est très importante pour définir ou trouver des sulfures massifs volcanogènes. On va souvent utiliser beaucoup la géochimie pour définir nos halos d'altération autour de notre gisement. Halos d'altération, gisement qui était souvent le gourou des VMS ou des sulfures massifs volcanogènes, M. Franklin, qui a défini ces zones autour d'un gisement de sulfures massifs volcanogènes. On a des halos bien connus, des structures bien connues selon où on se situe dans un SMV. Est-ce qu'on est aussi dans une zone proximale, donc près du centre ou du cœur du SMV, ou dans une zone distale, en surface ou en profondeur? Donc, les systèmes de VMS, si on serait dans un système de VMS et qu'on ferait une coupe en plein milieu, en plein cœur de notre système de SMV, on aurait en profondeur ce qu'on appelle nos stockwork. C'est un mot allemand qui va définir notre système de veines ou de fractures le long du centre, donc les faiblesses dans le cœur de notre système d'altération. Système d'altération ici, autour où notre halo d'altération va contenir des éléments pour nous dire est-ce qu'on est près ou loin de notre VMS. Donc, quand on est un plus éloigné de notre stockwork et qu'on analyse nos roches, on va trouver de la séricite, de la chlorite, de la galène, de la sphalerite, de la pyrite, versus est-ce qu'on est au centre et qu'on va analyser nos échantillons et on va trouver de la calcopyrite, de la pyrite, de la pyrrhotite, et on n'aura plus de séricite. On va savoir qu'on se situe dans le cœur de notre stockwork en profondeur. Plus qu'on va remonter en surface, plus que la texture de nos roches va changer et l'assemblage métallique aussi va changer. Ça aussi, c'est très important à comprendre. Donc, c'est comme ça qu'un géologue, selon les échantillons qu'il va prendre sur le terrain, va savoir s'il se situe dans un sulfure massif volcanogène en profondeur, en surface, est-ce qu'il est loin dans la zone distale, est-ce qu'il est près dans la zone proximale. Selon les altérations qu'il voit, il va observer de la silice, de la pyrite, de l'hématite. Il va savoir qu'il se situe dans la partie de ce qu'on appelle notre horizon d'hexalite, du chapeau d'un sulfure massif volcanogène, ainsi de suite. Fait que tous ces indices-là, depuis le début de mes leçons, je dis souvent que notre travail est relié à, c'est comme un travail de détective. Toutes les observations qu'on peut prendre sur le terrain, et ça peut être bien résumé encore sur cette figure-là, si la personne qui est sur le terrain omet de prendre ces observations plus tard dans sa définition, dans son interprétation d'environnement métallogénique, la personne aura manqué des évidences pour savoir s'il se situe dans un sulfure massif volcanogène ou simplement dans une zone disséminée ou autre. Mais toutes ces évidences-là sont à 90% présentes sur le terrain et sur les échantillons pris sur le terrain. Donc, c'est pour ça qu'il faut garder l'œil ouvert et connaître les caractéristiques principales de ce qu'on recherche ou ce qu'on veut trouver sur le terrain. Encore de l'étude de Franklin de 96, ça, c'est juste pour nous aider à différencier nos gisements de type SMV, je n'ai pas l'habitude de le dire en français, de type SMV, à savoir si on a un gisement qui est plus riche ou qui tend vers le plomb, vers le cuivre ou vers le zinc. D'où la différence aussi
de la limite entre nos dépôts SEDEX et nos dépôts VMS, SEDEX de type sédimentaire, plus riche en plomb, VMS de type volcanique, plus riche en zinc, et ensuite aussi, on a des hybrides, à savoir si on tend vers des VMS plus riches en cuivre versus des VMS plus riches en zinc et des VMS aussi, des fois, qui contiennent du zinc, plomb et cuivre. Sur le terrain, on aurait ça, cette roche-là, typique sulfure massif volcanogène massif, voulant dire qu'il va contenir plus de 75 à 80% de minéraux métalliques. Donc ici, pyrite et sphalérite. Quand on va parler d'un sulfure semi-massif, ça serait entre 50 et 75%. Autre exemple de pyrite sphalérite de SMV, d'une carotte de forage avec nos bandes de pyrite et de sphalérite. Et ici, d'une roche cyan 2 et polie. Donc, où sont les sulfures massifs volcanogènes dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi? On les voit ici. Tout ce qui est en rouge ici sont nos sulfures et en jaune sont l'or. Donc, les sulfures massifs volcanogènes versus les gisements d'or, que ce soit orogéniques ou épithermaux. Donc, en Rouen, le camp de Rouen est un camp qui est quand même assez connu pour avoir un des grands sulfures massifs volcanogènes aurifères. On voit ici ces camps-là avec la concentration en zinc, cuivre et plomb. Donc, dans le camp de Rouen, Bousquier, Val-d'Or, on voit que le camp de Rouen est connu comme la capitale du cuivre. On voit que le sulfure massif volcanogène est plus riche en cuivre versus le coin de Bousquier, donc Doyon, Bousquier-la-Ronde et tous ces mines-là à côté qui sont plus riches en zinc, cuivre et plomb. Et Val-d'Or aussi qui est un petit peu plus riche en cuivre qu'en zinc et ainsi de suite. Donc, je trouvais ça intéressant. Matagami est reconnu pour son zinc. On voit ici que presque la totalité est, du contenu est du zinc et CLP aussi. Donc, je trouvais ça intéressant de vous mettre cette carte-là pour voir les contenus en zinc, concentration en zinc, cuivre et plomb en Abitibi. Des exemples maintenant, si on va sur le terrain, dans le coin de Matagami, Brace McLeod, une des dernières découvertes dans le coin de Matagami. On voit la lentille, ici, la section avec les lentilles de sulfure massif volcanogène ici, avec leur altération en gris plus foncé de chloritoïde et en gris plus clair de séricite. Donc, on peut voir encore l'évidence quand on se situe plus près ou plus dans le cœur du SMV que notre zone a subi une altération élevée en chlorite versus un secteur plus éloigné ou un halo plus éloigné de nos lentilles qui sont plus riches en séricite. Donc, une section de notre gisement de Brace McLeod avec la lentille ici. Donc, encore, comment on irait forer notre lentille de façon perpendiculaire, toujours et espacée aussi pour essayer d'avoir la continuité maximale. Ici, c'est juste un agrandi de cette zone-là. La continuité maximale de notre lentille. Exemple ici, comment on irait forer, puisqu'il faut essayer de suivre nos tout changements de géométrie. Ici, avec un pli, on irait planter un trou dans notre nez de pli pour être sûr d'avoir, puis il manquerait peut-être un trou ici, pour être sûr d'avoir bien défini
notre axe de pli et les deux flancs de nos plis et tout changement de géométrie le long de nos lentilles. Comme j'ai montré aussi dans la dernière leçon des forages, ces forages-là sont aussi importants que les autres ici autour, de part et d'autre, car les forages ici vont nous indiquer qu'il y a une coupure dans la zone, que la zone n'est pas continue et qui reprend ici. Les gisements de type porphyrique sont uniquement trouvés sous les grands volcans, donc sous les zones de subduction. Sur la map monde ici, j'ai mis des traits rouges où celles-ci vont être souvent retrouvées et quelquefois ici en orange dans la partie sud-sud-ouest européenne entre l'Europe et l'Afrique, surtout reconnue ici dans l'ouest, dans la cordillère des Andes et ici au nord de l'Australie. Donc, gisement porphyrique, c'est en grande profondeur la fusion de magma qui sont riches souvent en cuivre, cuivre-or ou cuivre-or molybdène. Ça peut être un, les deux ou les trois. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des processus qui se forment à très grande profondeur. Donc, si on se situe dans un milieu qui est sédimentaire, on n'ira pas chercher des gisements porphyriques de type porphyrique. Ça aussi, c'est ce que je veux qu'on comprenne dans la leçon d'aujourd'hui. Le type de gisement que l'on recherche est basé sur l'environnement de terrain où on travaille. Donc, type cuivre, or, molybdène. On a un exemple ici encore de type, un peu comme j'ai montré des sulfures massifs volcanogènes. Tous les types de gisements ont maintenant leur modèle schématique. C'est sûr que c'est des modèles schématiques basés sur, statistiquement sur toutes les observations qui sont faites au fur et à mesure dans les études à travers le monde et qui sont gardées à jour année après année et qui peut y avoir des exceptions, mais c'est souvent qu'ils vont faire ressortir les caractéristiques principales ou majeures de chaque type. Donc, on voit ici la formation des types porphyres en profondeur dans des zones vraiment profondes versus intermédiaires versus des zones épithermales qui sont plus près de la surface. Donc, quand on se situe vraiment plus en profondeur, il faut comprendre que c'est souvent la base de d'autres gisements peut-être connus en surface de type épithermaux, juste riches en or, argent, arsenic, et ainsi de suite, ou des veines de plomb, zinc, mais qu'en profondeur, plus profond, on a un processus qui va peut-être nourrir ces systèmes-là, mais qui va précipiter d'autres types de gisements. Dans ce cas-ci, pour les porphyres, cuivre, or, molybdène. Donc, ici, on voit le système schématique de porphyre à la racine d'un stratovolcan et qui montre les zonations possibles minérales qu'on peut avoir selon les profondeurs. La zone la plus profonde est l'onde du gisement de porphyre. La zone intermédiaire ici va contenir des zones de veines ou des zones de remplacement de métaux, donc ce qu'on peut voir ici. Et les zones peu profondes vont abriter des types de dépôts épithermaux qu'on va voir un peu plus loin, de métaux précieux. Je vais juste revenir une fois. OK, c'est bon. Ici, pour les porphyres de type cuivre, comme j'ai montré tantôt la map monde, mais ce n'est pas une surprise, pour la concentration de porphyres de cuivre dans le monde, surtout dans le pays ici, surtout à l'ouest, en Alaska, en descendant la côte ouest des États-Unis et en suivant la cordillère des Andes en Amérique du Sud. On a ici la partie entre l'Europe, les pays européens, Europe de l'Est et la Russie, quelques concentrations ici, et dans la partie Indonésie et tout ça, et la partie
est de l'Australie. Au pays, on voit la majorité de nos gisements de type porphyre, donc essentiellement dans la partie ouest. Quelques-uns à la frontière entre Québec-Ontario dans la sous-province de l'Abitibi et les plus connus ou le plus connu ici dans le coin de Chibougamau, Troilus, Gaspé Copper ici et c'est pas mal tout. Le reste c'est dans l'ouest. Les types de roches et leur texture qu'on peut avoir dans les gisements de type porphyre. Donc ici, minéraux de haute teneur, haute pression aussi, à cause de la profondeur. On a ici la bornite en plus foncé et la calcopyrite. On a des types d'altérations aussi qui sont reliés avec leur environnement métallogénique ou géologique. Donc, ce serait des altérations philiques. Les textures aussi, altération potassique, riche en potasse. Altération potassique, ici, on peut même si on ne le voit pas à l'œil, on a des méthodes de coloration qui vont nous faire ressortir dans la roche quand on a une altération potassique qui ne serait pas visuelle à l'œil. Ici, encore des types d'altérations dans les gisements porphyres. Donc, ici, on voit l'altération potassique en ronces, recoupée par des veines de quartz qui contiennent de la molybdénite. Je ne sais pas si ça peut bien sortir. Molybdénite dans les veines de quartz grisantes, ce serait du gris sur du gris. Mais en même temps, c'est pour vous montrer que, encore une fois, selon le type d'altération, de texture, de minéraux, on peut savoir dans quel type de gisement ou de minéraux qu'on se situe. Et si on fait une coupe typique dans un type de minerai cuivre or molybdénite de type porphyrique, et comment forer ça, puisque c'est plus ou moins des lentilles, mais plus des masses ou des enveloppes avec des branches qui vont monter. Ce qui est intéressant quand on va planifier des forages dans ces types de gisements-là, c'est d'essayer de faire des gisements, des forages qui vont s'entrecroiser pour être sûr d'avoir, à travers nos différents forages, la géométrie la plus réelle de notre enveloppe minéralisée et de faire ressortir aussi les zones de déplacement selon les structures en profondeur. On va passer maintenant au type de gisement d'or épithermaux dans le monde. Donc, leur distribution ici. Eux, ils se situent dans deux catégories. Low sulfidation ou high sulfidation, donc faible en sulfure ou haut en sulfure. Donc, ils ont été différenciés ici. Emplacement au Canada, ça, on en a quand même un peu plus aussi en Abitibi, mais il y en a une grande majorité encore dans la partie ouest. En gros, ici, on voit le positionnement aussi selon leur profondeur. Donc, autre indice qui pourrait nous indiquer si on est dans un système faible en sulfure, en soufre, je devrais dire sulfidation, faible en soufre ou haut en soufre. Et aussi, on voit leur emplacement au-dessus de possibles gisements de porphyre, cuivre, or. Des types de systèmes épithermaux faibles en sulfuration, ici, qu'on peut voir. Même type ici, minéré, mais c'est dans des veines de type épithermaux, or-argent, donc des veines de quartz. Quand j'ai pris tantôt la définition d'alliage, or-argent, donc c'est pas juste le métal de l'or, on a un assemblage de deux métaux métalliques, l'or et l'argent, qui sont pris dans une veine de quartz, que la veine de quartz va recouper une unité volcanique. Donc, notre roche honte est notre unité volcanique.
qui est recoupé d'une veine de quartz qui contient notre alliage or-argent, et la roche honte, l'unité volcanique, a subi une altération en séricite, muscovite et pyrite. Donc, tous ces indices-là sont importants. Tout ce que je viens juste de nommer ici est important aussi pour nous faire ressortir dans quel type d'environnement on est, où est-ce qu'on est proximal, est-ce qu'on est loin, est-ce qu'on est dans une fracture ou non. Quelqu'un va noter juste la présence de pyrite, séricite, sans noter la présence de notre fracture ou de notre veine qui contient l'or et l'argent. On va faire des erreurs d'interprétation, de planification de forage, de modèles de minage et ainsi de suite. Dans les systèmes épithermaux, on est par définition, on est près de la surface. Donc, on va aller planifier des trous pas très longs, ce qu'on appelle des trous pas longs, et des trous qui vont peut-être s'entrecroiser pour aller essayer de définir comme il faut la géométrie de notre gisement. Finalement, on va passer à un métaux de base de type magmatique. Les plus connus, les nickel, cuivre, PGE. PGE, c'est tout l'assemblage des platinoïdes. Leur distribution mondiale, ici. Le plus connu, nous, au Canada, est en Sudbury. Donc, leur distribution ici, il y en a quand même un peu partout, mais c'est surtout Manitoba, ici au Québec un peu, et Ontario. On a les types de métaux, d'éléments métalliques qu'on retrouve souvent, la pyrrhotite et la pendelandite, qui est souvent associée, qui est un minéral de fer-nickel. Donc, on sait qu'on va se situer dans des métaux de base de type magmatique, nickel-cuivre. Quand on va trouver de la pendelandite, on n'ira pas chercher de l'or. Exemple le plus connu à Sudbury, qui est finalement causé par l'impact des météorites. Donc, l'impact des météorites a été la cause de deux événements, la source de chaleur et le choc de l'impact a causé des faiblesses, des fractures, ce qu'on appelle des cônes de choc ou cônes de percussion, et qui ont créé ce méga piège et qui a amené aussi les métaux lourds, nickel, cuivre et les platinoïdes et chrome. Exemple ici de la brèche qui contient nos métaux magmatiques ici. La fusion à l'impact, donc ça c'est les types de granophyres. Fusion à l'impact, donc c'est dû à la chaleur et l'impact avec la météorite. Comment ce gisement a été foré ou la planification de forage, encore ici importante, selon la géométrie de nos lentilles, la distribution et la coupure de nos lentilles, de toujours faire sûr de passer des forages pour aller chercher la limite de toutes nos lentilles. Même exemple ici. Donc, on va à la fois chercher la géologie, mais aussi l'épaisseur maximale de nos lentilles. Ici, quand on a des zones plus raffinées ou plus coupées, encore avec des changements d'orientation et ou de géométrie, il faut resserrer notre maille de forage. Et finalement, les ressources minérales marines, je trouvais que c'était un peu important d'en parler parce que, veut pas, beaucoup de monde pense que c'est notre nouvelle frontière minérale. Beaucoup de monde pense qu'il y a beaucoup de tonnes de gisements de minerais métalliques sous nos océans qui n'ont pas été encore découverts. Donc, le processus
comment ces ressources se forment. Essentiellement, c'est l'eau de mer qui contient des minéraux qui dissout abondants et de nombreux éléments utiles. La plupart des techniques d'extraction actuelles utilisées sont énergivores et coûteuses, donc c'est la raison pour laquelle les océans ne sont pas encore très explorés. Les gisements de minéraux hydrothermaux le long des dorsales océaniques sont une source possible de nombreux matériaux. Donc, actuellement, sont trop profonds. Donc, encore une autre raison pourquoi ils sont limités à l'exploration. Et des exemples communs qu'on peut trouver, c'est les nodules de manganèse qui sont largement distribués sur les fonds océaniques. Ça, c'est une solution qu'ils disent prometteuse parce que prometteuse parce que facile à explorer, mais présentement, il y a encore de nombreux obstacles, que ce soit politiques, environnementaux, juridiques, pour pouvoir éliminer ces nodules. Les types GTA, donc géotraverse transatlantique, qui sont dans les dorsales médio-atlantiques, type VMS, type hotspot, type black smoker. On voit la distribution des métaux et où on peut les trouver selon leur profondeur, selon leur pic d'altération. Est-ce qu'on se situe dans des zones qui sont chloritisées, hématisées, silicifiées, selon des contacts gradationnels entre deux types de roches, une roche plus magmatique versus une roche plus sédimentaire. Les types d'éléments métalliques qu'on peut trouver, du fer de type oxyde, bif, de type de nature sédimentaire, ou de fer massif, de zinc plomb massif, de cuivre massif et de cuivre dans nos stockworks. Aussi, à savoir, peut-être une chose que je n'ai pas mentionnée dans les VMS un peu plus tôt, mais sachant qu'on est dans une zone qui est plus riche en cuivre, on sait par définition qu'on se situe dans une zone plus proximale, donc plus près du cœur, versus une zone qui est plus riche en zinc, qui est dans une zone plus distale, donc plus éloignée du cœur d'un sulfure massif volcanogène. Donc, les processus sont encore bien expliqués ici selon les éléments qu'on trouve, les textures observées, les altérations observées, je les remets parce que je trouve ça important, les types de structures qui vont être utilisés comme système de canalisation et ainsi de suite. Le même processus que les sulfures volcanogènes se retrouve en dessous dans les dorsales médio-atlantiques, dans les fonds océaniques, et qui vont former ce qu'on appelle les black smokers et qui vont faire l'accumulation de métaux à aller exploiter un jour. Donc, une image d'un black smoker avec les mêmes processus que dans nos roches. Des images en profondeur des black smokers typiques et des échantillons provenant de nos black smokers avec ici des zones en pyrite, sphalérite, chalcopyrite et anhydrite, la partie de la roche. Ça, je vais le montrer tantôt, une vidéo qui montre un peu en profondeur les black smokers. Et ici, on a des photos formées par la précipitation de substances de l'eau de mer. Exemple typique, les nodules de manganèse qui se situent déposés sur nos fonds marins. C'est des processus qui sont très lents et qui prennent plusieurs millions d'années pour se créer. Pour les dépôts de type minéraux industriels, ici j'en parlerai pas beaucoup, mais je voulais vous mettre au moins des exemples de types de minéraux industriels très connus, tout ce qui est sable et gravier, les roches broyées, les sables de silice, tout ce qui est minéraux d'argile, les mines de sel et les phosphates. Tout ce qui est non métallique aussi maintenant, non exploité pour extraire des métaux,
ou des sources d'énergie, mais exploitées pour d'autres utilisations comme les matériaux de construction, incluant tout ce qui est sable, gravier, pierre, calcaire et gypse, tous les éléments composés de phosphate, nitrate et potassium pour former des engrais pour le secteur de l'agriculture, tout ce qui est sel de gemme, le soufre et l'amiante pour le secteur industriel, les pierres précieuses, diamants, rubis, etc., et tout ce qui est le domaine de manufacturier, incluant tous les produits ménagers et professionnels comme le sable, le fluorite, graphite, etc. Exemple ici d'une carrière de calcaire, mine de potassium et la pegmatite pour les gemmes, pour les émeraudes naturelles. Donc, l'exploration de gisements minéraux, j'en ai parlé depuis le début ici de cette leçon, mais en gros, on reprend pas mal toutes les leçons qu'on a vues jusqu'à maintenant. C'est pour vous montrer que l'exploration de gisements minéraux, ça ne se fait pas à l'aveugle. Toutes les observations prises sur le terrain, donc j'en parle depuis le début, tout ce qui provient de nos cartes géologiques pour identifier nos roches, les structures, les altérations causées par le long de nos fractures, mais les altérations aussi de notre roche honte qui contient ces fractures ou ces zones de canalisation-là, tous les pièges possibles dans des contacts entre deux types de roches, des intrusions, des sédiments, ça peut être aussi des roches volcaniques felsiques, tout changement chimique de roche, donc former des zones de contact, gradients, des différences de rhéologie, de structure, des faiblesses, des halos d'altération, des structures sur le terrain. Tout ce qu'on peut trouver sur le terrain va nous aider à reconstruire l'histoire géologique de notre zone d'étude. Ces observations-là vont nous aider à définir ou découvrir où se cachent nos dépôts. Cette image-là, c'est un classique pour nous. Là, je vous ai mis une des dernières versions. C'est une des images qu'on va utiliser à l'année, selon le type de dépôt qu'on recherche. Cette image-là va nous résumer selon, à partir de la surface, et en plus qu'on descend en profondeur, les types de dépôts qu'on va trouver. Selon épithermaux, est-ce qu'on est en surface? Est-ce que c'est des gisements reliés à des intrusions? Est-ce que c'est des gisements reliés à des roches vertes, des ceintures de roches vertes et ou sédimentaires? La localité de ces gisements-là le long de zones perméables, en profondeur, le long de fractures, de dikes, de type de brèche, encore une autre sorte de structure qui va causer des différences de porosité dans nos roches, de type de roches sédimentaires, des carbonates, des types de formations de fer le long de roches sédimentaires. Ici, en surface, les paléoplesseurs dans le fond de nos rivières, les formations de hot spring et de gisements de minéraux de faible sulfurisation, haute sulfurisation, les types d'altérations argiliques et argiliques ici, les VMS riches en or, les VMS avec leurs zones de stockwork. Donc, tout ça c'est comme notre Bible à savoir où se forment nos types de minéraux. Donc, c'est une illustration qui reste schématique. Comme j'ai dit tantôt, il peut y avoir des exceptions, mais les différents types de gisements d'or, y compris les sulfures massifs volcanogènes riches en or,
présentés ici selon leur niveau de formation crustale, donc où se situe selon la croûte terrestre, vont suivre quand même des règles assez caractéristiques selon leur environnement géologique, l'énergie autour, est-ce qu'il y a une source de chaleur, les systèmes de canalisation, de fracturation et les tout changements géochimiques qui peuvent être favorables à la précipitation de ces gisements. Une fois qu'on comprend ça, quand on va étudier un secteur pour essayer de découvrir des nouveaux gisements, on va pouvoir, selon les caractéristiques qu'on observe, les classifier en ordre de priorité ou d'importance en fonction de l'échelle à laquelle on va travailler. Ça aussi, ça revient. Est-ce qu'on travaille à l'échelle du dépôt? Est-ce qu'on travaille à l'échelle régionale? Est-ce qu'on travaille à l'échelle du camp? Ou est-ce qu'on travaille à l'échelle de l'indice? Pour comprendre aussi, pour suivre toutes nos observations, nos interprétations, il faut aussi bien connaître l'azimut ou l'orientation et ou la géométrie de notre gisement. Donc ici, je vous ai mis, j'aime bien cette figure-là aussi parce que ça nous montre tous les critères et selon leur couleur et l'échelle de l'étude utilisée où on travaille. Quel critère est le plus important, le moins important, moyen ou critique ou crucial à essayer d'observer sur le terrain. Donc là, je ne les passerai pas un par un, mais j'aime bien cette figure-là pour connaître selon la source à laquelle je vais travailler, essayer de trouver ma source de chaleur, essayer de trouver les active pathways, donc les systèmes de canalisation pour transporter mes fluides. Qu'est-ce qui va induire physiquement l'environnement chimique qui va être favorable à la précipitation de ces métaux-là et qu'est-ce qui va forcer ou piéger la précipitation de ces minéraux-là dans un endroit et les concentrer. Donc ça, cette figure-là va résumer ici. Celle-ci reprend la même chose, mais non seulement à l'échelle des camps, mais aussi dans le temps et dans le type de dépôt. Donc, savoir est-ce qu'on cherche des sulfures massifs, est-ce qu'on cherche de l'or, des sulfures massifs riches en or plus ou moins argent, est-ce qu'on cherche des filons d'or, est-ce qu'on a dans le temps, est-ce que c'est en même temps que les phénomènes volcaniques, est-ce que c'est post les phénomènes volcaniques, est-ce qu'on se situe dans des zones de lentilles? Est-ce qu'on travaille dans un camp ou un district aurifère et ainsi de suite? Est-ce qu'on travaille à l'échelle d'une zone, d'une lentille, d'un dépôt, d'un camp? Les processus qu'on observe, est-ce que ce sont des processus magmatiques? Est-ce qu'on voit des zones de remplacement, de séparation selon la chimie de fluides, les ligands, donc la classe chimique favorable à l'accumulation de ces métaux? Est-ce qu'on est dans un environnement épithermal, intrusion, orogénique? Est-ce qu'on est sur le fond marin? Et ainsi de suite. Donc, ce graphique va résumer les différents contrôles possibles sur l'enrichissement en or, en argent, dans les systèmes de sulfures massifs qui fonctionnent à différentes échelles spatiales et temporelles. Donc, il faut observer tout détail crucial qu'on juge important selon l'environnement qu'on recherche. Il faut comprendre les processus clés. Il faut identifier les caractéristiques principales. Celles-ci vont améliorer nos modèles génétiques et vont nous aider à définir des requêtes en fonction des types d'exploration pour pouvoir définir nos cibles et planifier que ce soit notre échantillonnage de surface et ou nos forages en profondeur. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, toutes les leçons qu'on a vues jusqu'à maintenant vont être utiles aussi pour tous les critères utilisés pour l'exploration, pour trouver des gisements de minéraux.
toutes les données primaires qu'on a vues, les levées cartographiques, donc nos cartes lithologiques, nos cartes structurales, nos levées géophysiques, magnétiques, gravité, toutes les données qu'on peut aussi extraire une fois qu'on a nos observations de terrain. Observations de terrain vont toujours rester dans ce qu'on appelle nos données primaires ou brutes. Donc, c'est toutes nos observations sans interprétation qu'on peut ensuite passer dans nos données qu'on appelle empiriques. Donc, c'est des données primaires qu'on a utilisées et qu'on a interprétées. On a interprété pour faire sortir des failles. Donc, après, on peut faire sortir des cartes avec des distances aux failles, des azimuts aux failles, les azimuts de failles qui sont les plus proches, les contrastes rhéologiques entre différentes unités lithologiques, les contrastes réactivité ou chimiques, les zones qui sont plus riches en fer. Ensuite, toutes ces cartes ou ces données empiriques vont être inclus dans ce qu'on appelle notre conceptuel, donc nos modèles, pour pouvoir interpréter que ce soit nos cibles et ou pour planifier nos forages. Donc, on va faire ressortir, on va encore pousser plus loin ces cartes-là en faisant ressortir ce qu'on appelle comme des cartes de potentiel minéral, faire ressortir juste les unités qu'on dit favorables, les roches ondes favorables si on cherche de l'or, si on cherche des métaux, les types de contacts de roches favorables si on cherche encore des métaux de base, disons, donc les contacts entre des sédiments et des intrusions, des volcaniques felsiques et des intrusions, et tout environnement tectonique favorable, donc faire sortir des distances et ainsi de suite. Donc, ces secteurs-là vont nous enlever ce qu'on appelle le bruit de fond de notre carte régionale et on va uniquement se concentrer dans des endroits propices à trouver des gisements de minéraux. Celle-ci, faut la regarder longtemps et plusieurs fois. Vient encore, c'est un diagramme schématique qui va illustrer divers paramètres et styles de gisement entre les sulfures massifs volcanogènes riches en or, selon encore toutes nos observations. Là, c'est encore plus poussé parce que c'est vraiment avec nos résultats de laboratoire qu'on va savoir géochimiquement c'est quoi nos altérations, c'est quoi la composition de nos roches, avec des lames minces pour regarder avec un microscope les textures, les ondes de fracture, de porosité, et ainsi de suite. Le diagramme ici, il n'est pas à l'échelle, mais il nous fait ressortir des relations selon notre observation où on va se situer, dans quel type d'environnement métallogénique, je devrais dire. Est-ce qu'on est dans des pointillés? Est-ce qu'on est juste dans des sulfures disséminés? Est-ce qu'on est dans des fluides qui sont plus magmatiques versus des endroits où on a de la circulation vraiment d'eau souterraine, et ainsi de suite. Donc, la profondeur relative de l'eau représentée peut ne pas être représentative de la profondeur de l'eau au moment où le gisement se sont formés. Ça aussi, il faut bien le comprendre parce qu'il faut comprendre que nos roches aussi ont été déformées et quand on les retrouve sur le terrain, on ne les retrouve pas selon leur formation initiale. Le grade métamorphique n'est pas pris en compte aussi sur cette figure-là. Ici, les numéros vont vous présenter des gisements connus typiques de ces environnements-là. Donc, 1, on a le Eskay Creek. 2, on a Rainy River. 3, on a tous les types de gisements tels que Bousquet 2, du Magami, la Ronde, Pena. 4, on a le Moine. 5, on a le type Horn, Quémont dans le coin de Rouen. Et 6, on a le type VMS de type Noranda. Et je vous ai mis aussi les abréviations des types d'éléments aussi d'altération qu'on peut retrouver. La conservation des ressources minérales, donc conservation de ressources minérales,
ce qu'il faut savoir, c'est que le besoin global des ressources augmente. Comment réduire cette expansion? Bien, certaines ressources minérales peuvent être remplacées par des matériaux plus abondants. Exemple, les plastiques remplacent les pièces automobiles qui étaient auparavant faites de métaux. Le recyclage, de nombreux métaux sont recyclés avec succès maintenant. Plus de recyclage est nécessaire. Tous les produits ne sont pas toujours faciles à recycler. Les mesures de réduction de la demande doivent être la clé, mais ce n'est pas toujours évident car la demande est toujours de plus en plus forte. Le recyclage, transformer les matériaux utilisés en une nouvelle ressource. Exemple, la fusion de ferraille et de verre. Le concassage de béton usé, c'est une bonne façon aussi de réduire tout ce qui est extraction directement dans la terre. Substitution. On a substitué avant la plupart de nos tuyaux de plomberie et tout ça était fait de cuivre. Même avant, le cuivre, c'était le plomb. Maintenant, la plupart des tuyaux sont faits de plastique. Tout ce qui est fibre optique, maintenant aussi, est utilisé pour les télécommunications à la place du cuivre. On va passer. Là, je vous ai mis le lien ici. C'est un glossaire minier qui avait été réalisé. Il y a le site Internet pour l'avoir directement sur Internet et il y a un lien aussi PDF pour le télécharger. Ici, la version en français qui peut vous aider à avoir un dictionnaire de certains termes que j'ai utilisés dans les différentes leçons, mais surtout aussi la dernière leçon. Et là, on va passer aux vidéos. Je vous ai mis plusieurs vidéos, mais aujourd'hui, celui-là, je vais le passer parce qu'on l'avait vu dans les premières leçons, mais je vous l'ai mis pour voir un peu les plaques tectoniques. Je vais me concentrer sur tout ce qui est gisement et je vais vous montrer aussi celui des Black Smokers. Donc, on va partir avec le premier. Juste une explication de qu'est-ce qu'un gisement. Unless you have some form of telepathy, you are probably reading this lesson on an electronic device. That electronic device and its associated battery contain any number of metals in its circuitry and components, and those metals all began their life as an ore. An ore is a special type of rock that contains a large enough amount of a particular mineral, usually a metal, to make it economically practical to extract that mineral from the surrounding rock. Not all minerals are found in a large enough amount in one location to make it worth it to remove the ore from the rock through a process known as mining. Ores can be mined in a number of ways, including strip mining, as shown here at this uranium mine. If there is a large enough amount present, the rock will be extracted and processed in a variety of ways, depending on the type of the material, to remove the mineral from the surrounding rock. Once they are extracted and processed, the minerals can be turned into whatever products are desired, including the components in your cell phones and computers. One of the best-known metals, gold, is extracted from gold ore like this sample. Ores are classified based on how they form. Some ores form from the cooling and crystallization of minerals within magmas, lavas, or igneous intrusions. These are known as magmatic or volcanic ores. Nickel, copper, and iron ores are typically formed from magmatic or volcanic-related deposits. Carbonate alkaline ores are formed from other igneous processes other than volcanic and activity. Rare earth element ores and also some diamonds are part of the carbonate alkaline group. As you can imagine, if ores can form from igneous processes, then they can also form from metamorphic or sedimentary processes also. Metamorphic ores often contain lead, zinc, and silver, as well as some iron oxides. Sedimentary ore deposits included banded iron formations, and gold, platinum, zinc, tin, and even diamond-containing ores that formed in sedimentary environments.
Lastly, ores can form as a result of hydrothermal processes. These processes involve the exposure of rocks and minerals to extremely hot water, usually near oceanic hydrothermal vents or hot springs. Most of the world's gold ores, as well as uranium ores, formed from hydrothermal processes. So what are some uses for ore? All ores contain a large enough amount of a particular metal to be economically viable to mine the ore and extract the metal from it. Because of the large amounts of metal contained in ores, the uses for ores are essentially only limited by humans' imaginations. Any use you can think of for a metal, whether it be in a cell phone battery or automobile part, or even a medicinal ingredient, is thus also a use for an ore. As human needs change and technology expands and changes, the uses for ores and their associated metals have increased markedly over the years. In recent years, electronic components have increased the demand for certain metals, including silicon and rare earth metals. Anything you can think of that in any way contains a metal can somehow be traced back to that metal's parent ore, so it really puts in perspective the importance of metal ores to life as we know it. Copper ores, like this one, are frequently processed into wiring and other electronic components. Ores are a special type of rock deposit that contain a... Le prochain vidéo, c'est comment les minéraux vont se transformer comme des concentrés ou des gisements. Imagine you're a detective trying to solve a missing person case. Your first moves will be to gather as much information as possible about the case. You will want to know the history of the person and the events leading up to the disappearance. In much the same way, when geologists are trying to track down specific mineral resources, they need to understand the history of the deposits and how they were formed. This knowledge allows us to make educated guesses on where to find valuable mineral resources. In normal rocks, valuable metals such as copper, gold, and silver are measured in parts per million or even parts per billion. For us to be able to extract these metals, we must find locations where the mineral resources have much higher concentrations. In this lesson, we're going to investigate 6 different methods that concentrate mineral resources on Earth. These methods are associated with igneous, sedimentary, and biological processes. You'll remember from other chapters in this course that igneous rocks are those that crystallize from liquid magma. Magma can also be responsible for concentrating some elements in minerals. There are 3 main igneous processes responsible for concentrating mineral resources: magmatic segregation, late-stage crystallization, and hydrothermal fluids. Minerals with high metal concentration are often more dense and thus accumulate at the bottom of a magma body. This process, called magmatic segregation, is responsible for forming several large layered intrusions which hold the majority of the world's chrome deposits. One of these layered intrusions is the Bushveld complex in South Africa, which is the most valuable mineral province in the world. The Bushveld holds a major portion of Earth's platinum, chromium, and vanadium resources and formed when crystals were settling out of a magma due to their high density. Late-stage crystallization occurs when rare elements do not easily fit into a mineral structure. So as magma is crystallizing, these elements will stay in the liquid phase for as long as possible. Once the magma is almost completely crystallized, only small pockets of liquid remain that are concentrated in elements including lithium, uranium, and beryllium, which will eventually be forced into rare crystals. These deposits are called pegmatites. Pegmatites are notable for containing large crystals and valuable gemstones such as topaz, tourmaline, emerald, and aquamarine. The final way that magmatic processes concentrate mineral resources is through hydrothermal fluids. These are hot fluids that are driven into pore spaces and fractures of surrounding rock as magma is intruded into the local bedrock. These fluids are concentrated in elements that are water-soluble or easily transported by water, and can be valuable like gold, silver, copper, lead, and zinc.
hydrothermal fluids surrounding granitic magmas concentrated approximately half of the world's copper deposits. Let's concentrate now on sedimentary processes responsible for forming mineral deposits. The two main types of sedimentary mineral deposits are clastic deposits and chemical precipitates. Clastic deposits are formed when minerals and rocks are sorted by either density or size during transport. Mineral resources concentrated by running water are called placer deposits. Heavy substances such as gold ore require fast river currents to remain suspended in the flowing water. Where the river current is weak, these heavy substances will drop out of the water, forming placer deposits enriched in heavy minerals and rocks. Both gold and valuable gemstones, like diamonds and emeralds, can be concentrated in placer deposits. Many of you will be familiar with placer deposits because they were the source of the 19th century gold rushes along the west coast of North America. Mineral resources can also be formed via chemical precipitates, which are formed from chemical reactions involving water. The most valuable of these are the banded iron formations, which are alternating layers of iron-rich deposits in chert that formed approximately 2 billion years ago. Geologists believe that the Earth was once covered in more iron-rich rocks, which were eroded by surface water. In the water, the iron bonded with oxygen to form iron-rich mineral precipitates that collected on the bottom of the water. Today, we only have these dramatically colored ancient deposits to tell the story of their formation. The final method of mineral resource concentration addresses the formation of carbon-based resources, including coal, oil, and natural gas. Because they are so important to our modern economy, we could spend an entire course covering the formation and concentration of these resources. Coal, oil, and gas can all be traced back to ancient organic material that was buried under thick layers of sediments, subjecting them to high temperatures and pressure. Since coal was commonly formed from ancient swamps, you can locate coal along ancient shorelines. Oil and gas are trickier to locate because they are mobile within rocks. These resources will migrate into porous rocks called reservoir rocks that are surrounded by some impermeable barrier, such as a non-porous rock layer. Oil and gas deposits can commonly be found trapped beneath impermeable layers under folds or faults in the Earth's surface. As we have discussed, there are a number. Et le dernier vidéo, c'est juste pour vous montrer un exemple de Black Smoker. Je vais aller ici. The earth cracks open. Fluid and minerals spew from the seafloor. Water shimmers. Life abounds. We're looking at hydrothermal vents, originally discovered near the Galapagos Rift in 1977. Basically, a hydrothermal vent is a hot spring produced by underwater volcanoes or tectonic activity. But what's really cool about them is the abundance and assortment of life that exists there. It's not life like we're used to up here on the surface. It's adapted to the dark conditions of the deep ocean. Organisms that live around hydrothermal vents don't rely on sunlight and photosynthesis. Instead, bacteria and archaea use a process called chemosynthesis to convert minerals and other chemicals in the water into energy. This bacterium is the base of the vent community food web and supports hundreds of species of animals. What kinds of animals? Well, scientists on the NOAA ship Okeanos Explorer went to the rift in 2011. And here's just some of what they saw. Riftia tubeworms, also called giant tubeworms, which can grow to their full size of almost 5 feet long in less than 2 years. Bathymodilus deep sea mussels, which are often the first creatures to colonize the vent, and are able to survive for a short time after the vent is inactive. Serpulid, or feather duster worms, and Tevnia tubeworms, which are often the food of choice for vent crabs, the top predator of the vent community.
But it's not all animals down there. Researchers also saw white flocculent material erupting from the vents like a snowblower, an indicator of microbial life beneath the seafloor. And of course, there were fresh lava flows, which means the seafloor is continuing to change. And that change means there's always more to learn. Hydrothermal vents are found in isolated spots along the rift valleys of mid-ocean ridges, where seawater that has penetrated cracks in the crust has circulated down to the magma chambers, left salts behind in the cracks, and then risen to the surface, now superheated and filled with hydrogen sulfide gas from the magma chambers. En route to the surface, these hot fluids leach elements out of the ocean crust, elements like iron, copper, zinc, and even gold. When these fluids exit vents in the seafloor and mix with the cold water there, the metals get together with the sulfur, and sulfide minerals precipitate out, creating mineral deposits, much like mineral deposits left behind in your water pipes. These mineral deposits grow over time into large chimneys that extend above vents in the sea floor. As previously mentioned, the hydrogen sulfide acts as an energy source for the chemosynthetic bacteria that support an exotic food web and ecosystem that is located immediately around this vent. Giant tube worms collect gardens of these chemosynthetic bacteria within their bodies. The tube worms feast on the garden, and the garden is fertilized by the waste of the tube worm, and receives gases as the tube worms extend over the vent and soak up the hydrogen sulfide gases escaping. Both the bacteria and the tube worms that act as their hosts are known as extremophiles because they can handle extreme temperatures. The vent fluids can be between 350 and 400 degrees Celsius. Other animals that live around vents feed on... Et voilà, ça finit, ça complète la leçon d'aujourd'hui. Donc, la discussion est ouverte. Si des gens ont des questions, ça a été, je pense, une séance riche en informations. Le clavardage est vide. Je pense que tout était bien adressé. Mais si vous voulez, vous avez des questions maintenant pour interagir avec Francine, c'est le temps concernant ressources minérales. Ah, et Carl est présent, ça fait que ça, c'est cool. Bonjour. Bon, je pense que c'était vraiment une très, très bonne séance, super bien remplie dans ce cas-là, si tout le monde a l'air satisfait. Donc là, nous, le programme a changé. On passe à toutes les semaines d'ici la fin novembre et non aux 2 semaines comme on faisait avant. Encore une fois, on envoie tout par courriel pour vous garder au courant des sujets à venir et les présentations PowerPoint sous format PDF sont offertes aussi dans le courriel. Encore une fois, comme toujours, c'est super important pour nous de vous offrir le plus de valeur possible. Si vous avez des questions qui vous viennent dans 2-3 jours, par exemple, là, vous repensez à un truc puis vous voudriez clarifier ça, vous pouvez nous les envoyer par courriel à info@iddpnql.ca. On achemine l'information en Francine et on vous retourne ça. Le but, c'est, encore une fois, de vous offrir le plus de valeur possible en tout ce qui concerne le secteur minier et la géologie en général. Si c'est tout, ben, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon milieu de semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour la séance 9 qui va porter sur, j'ai un petit plan de mémoire. Bâtir le développement minier. Ah, bon, sujet très intéressant et on va conclure le bloc 3 de l'exploitation minière. Good. Oui. Bon. Merci beaucoup. Merci. On vous laisse aller. Une bonne journée tout le monde. Salut. Bye.